Est-ce qu'un algorithme peut prendre une décision? Qu'est-ce que ça signifie qu'un algorithme prend une décision? Et en particulier, qu'est-ce que ça signifie qu'un algorithme prend une décision qui concerne une personne? Donc, pour prendre deux types d'exemples d'algorithmes qui prennent des décisions pour des personnes, avec des situations qui sont d'une gravité, des décisions qui sont d'une gravité variable. Disons du côté peu grave, il y a des algorithmes qui sont utilisés par les banques pour décider si les banques accordent ou n'accordent pas un prêt à un client. Donc il y a un client de la banque qui dépose une demande de prêt, qui indique ses revenus, son patrimoine, etc. Et ses antécédents bancaires également. Et en fonction de toutes ces informations, la banque décide ou non de lui accorder un prêt. Et un autre type d'exemple qui peut être, selon les cas, léger ou plutôt plus lourd, c'est la possibilité de remplacer un juge par un algorithme. Et donc bien sûr, si nous pensons à un juge qui est chargé de juger le vol d'un kilo de pommes ou un juge qui est chargé de juger un crime, c'est des situations tout à fait différentes. Dans un cas, le juge algorithme va donner une amende 20 € ou de 30 €, bon, ce qui n'est pas si grave s'il se trompe. Dans l'autre cas, il peut envoyer l'accusé en prison pour 20 ans ou pour 30 ans, et ça fait une certaine différence, au moins du point de vue de l'accusé. Comment est-ce que peut fonctionner un algorithme qui prend une décision? Quel est l'intérêt d'utiliser un algorithme? Et quelles sont les limites également et les contraintes éthiques qui se posent quand on est dans une telle situation? D'abord, sur le type d'algorithme, il y a différents types d'algorithmes. Par exemple, la banque peut utiliser un algorithme extrêmement simple qui est d'accorder un prêt si le montant des remboursements représente moins d'un tiers des revenus du client de la banque, et refuser le prêt si c'est plus d'un tiers. Donc dans ce cas-là, que ça soit l'employé de banque qui fasse la division avec une calculatrice, ou que ça soit un algorithme entièrement autonome, c'est-à-dire un ordinateur qui prenne la décision à la place de l'employé de banque, le résultat est le même. Et ici, nous pouvons dire que nous avons à la fois une grande transparence sur le critère, puisque le critère est énoncé, et peut être, le client peut lui-même savoir à l'avance si le prêt lui sera accordé ou pas. Nous pouvons aussi garantir, d'un certain point de vue, que l'algorithme va être plus loyal, plus juste qu'un employé de banque qui peut peut-être refuser un prêt à quelqu'un avec qui il a eu des propos désagréables, ou au contraire accorder un prêt à un membre de sa famille. Enfin bon, disons, ce genre de choses peuvent exister. Je ne dis pas qu'elles existent dans les banques aujourd'hui, mais enfin elles pourraient exister. Et voilà, il y a un algorithme a cet avantage de ne jamais s'être fâché avec personne, et de ne pas avoir de membres de sa famille à favoriser. Et donc le fait d'utiliser un algorithme peut être plus juste. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on observe, qui a des biais, alors des biais ethniques, des biais de genre, etc. À la fois quand ce sont des employés de banque qui prennent des décisions, mais aussi quand ce sont des juges qui jugent des accusés. Par exemple, il y a certaines régions des États-Unis où certains accusés qui ont une certaine couleur de peau, peut-être, gagneraient à être jugés par un algorithme plutôt que par un juge. Et c'est pas propre aux États-Unis, je crois que c'est dans de nombreux cas où les juges ont des préjugés, un peu comme nous tous. Il y a aussi un avantage à utiliser un algorithme, c'est que le juge, bon, il y a des journées de bonne humeur, des journées de mauvaise humeur, et il y a des travaux qui montrent que, en fonction de l'heure de la journée, les juges peuvent être beaucoup plus indulgents ou beaucoup moins indulgents, mais dans des proportions qui sont quand même assez impressionnantes. Il y a des travaux de Kahneman sur cette question qui font froid dans le dos. Donc on se dit peut-être dans ces cas-là, remplacer le juge par un algorithme peut être mieux, peut apporter plus de transparence, plus d'équité, plus de loyauté.
il y a des algorithmes qui sont plus complexes. Et par exemple, dans le cas de l'attribution d'un prêt dans une banque, plutôt que simplement faire une division, qui est un algorithme relativement rudimentaire et qui prend en compte uniquement un paramètre, qui est le revenu du client de la banque, on peut prendre d'autres critères, et donc à un moment ces critères deviennent suffisamment nombreux pour que établir une formule devienne compliqué. Et dans ce cas-là, un algorithme d'apprentissage peut prendre la décision en s'appuyant ou bien sur l'histoire des décisions qui ont été prises par des employés de banque en chair et en os avant, ou bien en s'appuyant sur des statistiques sur les clients de la banque à qui on a donné un prêt pour savoir qui a remboursé son prêt et qui ne l'a pas remboursé, qui a disparu dans la nature avec l'argent, qui s'est déclaré insolvable, ou qui a remboursé son prêt comme la banque s'y attend. La banque, elle n'a pas d'intérêt dans cette histoire, sinon qu'on lui rembourse le prêt, bien entendu. Et donc ici, ça pose des problématiques qui sont un petit peu différentes. Dans le premier cas, si les employés de banque ou les juges humains qui ont traité des affaires avant avaient eux-mêmes un biais, par exemple un biais ethnique, eh bien l'algorithme d'apprentissage va très naturellement reproduire ce biais, et meilleur l'algorithme est, mieux il reproduit le biais. Donc ici, il faut faire très attention, non pas à la conception de l'algorithme lui-même, mais au choix des données qu'on utilise pour entraîner l'algorithme, c'est-à-dire pour que l'algorithme affine les paramètres qui font qu'il va décider d'accorder un prêt ou non à un client. Et donc ici, il y a vraiment une nouvelle notion qui émerge. Nous avions une notion déjà de qualité des algorithmes, une notion de qualité des ordinateurs, mais là il y a une notion de qualité des données qui est tout à fait nouvelle, et il faut être capable de dire qu'est-ce que ça veut dire être de bonnes données, qu'est-ce que ça veut dire ne pas contenir de biais ethniques, ne pas contenir de biais sur le genre, etc. Et puis, il y a une autre question éthique qui se pose, qui est celle de la transparence, c'est-à-dire quand on utilise un tel algorithme, qui peut être plus efficace, qui peut être meilleur, qui peut à la fois accorder des prêts à plus de clients que des algorithmes plus simplistes, qui mécaniquement auraient simplement fait une division et auraient donné une réponse, mais qui aussi peut être plus efficace du point de vue de la banque, c'est-à-dire qui peut amener à un meilleur taux de remboursement des prêts. Il y a une question qui se pose, qui est la question de la transparence de ces algorithmes. Et de manière surprenante, cette question elle se pose davantage quand ce sont des algorithmes que quand ce sont des employés de banque qui prennent les décisions. Par exemple, nous avons l'habitude que les juges ne justifient pas leurs décisions, ou les justifient extrêmement peu, mais en revanche, nous serions extrêmement fâchés si nous étions jugés par un algorithme qui ne nous donnait aucune indication sur la raison pour laquelle nous sommes condamnés à 30 ans de prison ou seulement à 10 ans de prison. Et donc il se pose une question qui est, comme ces algorithmes apprennent à partir d'une grosse quantité de données, est-ce qu'il y aurait possible d'expliquer leurs décisions? Est-ce qu'il est juste, par exemple, qu'un algorithme vous dise, ben voilà, on vous a refusé un prêt parce que votre profil de client ressemble beaucoup au profil d'un autre client qui n'a pas remboursé. D'un certain point de vue, vous êtes puni pour l'autre client, et donc il n'y a pas un respect de l'individuation des peines. Alors, vous ne pouvez pas être puni parce qu'un autre client n'a pas remboursé son prêt. Donc il faudrait essayer de vous donner un argument un tout petit peu plus rationnel et un tout petit peu plus personnel. Et donc ça amène à un problème qui existe aujourd'hui en informatique, qui est comment concevoir des algorithmes d'apprentissage qui sont capables, en même temps qu'ils apprennent à prendre une décision, qui apprennent à donner une explication, c'est-à-dire à justifier, c'est en fait quasiment la même chose qu'une démonstration mathématique qui justifie la correction d'un théorème, qui justifie la vérité d'un énoncé. Est-ce que nous sommes capables de concevoir des algorithmes qui apprennent à expliquer ce qu'ils ont appris et la manière dont ils utilisent ces informations pour prendre une décision? Aujourd'hui, nous en sommes encore assez loin, même si c'est un domaine de recherche extrêmement vivant, extrêmement actif. Mais c'est sans doute uniquement si nous arrivons à résoudre ce problème que ces algorithmes seront socialement acceptés. Parce que nous n'imaginons pas, même pour un cas simple, un cas qui ne va pas engager notre vie, qui est le simple fait d'obtenir un prêt à la consommation, les questions n'obtenons pas un prêt à la consommation, nous allons retarder des travaux dans notre maison à l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas quelque chose d'essentiel, c'est pas quelque chose de vital, mais cependant, nous ne sommes pas prêts à accepter une décision sèche qui ne justifierait pas la raison pour laquelle un prêt nous est refusé.